Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un livre. Eh bien, un livre essentiel qui fait réfléchir, La société ouverte et ses ennemis de Karl Popper. Bonjour, oui, un ouvrage majeur et écrit dans un contexte très particulier, la Seconde Guerre mondiale. Popper était exilé en Nouvelle-Zélande. C'était vraiment sa réponse au totalitarisme qui ravageait l'Europe. Exactement. Et notre objectif aujourd'hui, c'est un peu de décortiquer ces idées clés, comprendre ce qui, pour Popper, menace une société libre et comment on peut la défendre. Tout à fait. On va le suivre dans ses analyses, parfois très critiques, de géants de la pensée, Platon, Hegel, Marx. On va s'appuyer directement sur ses écrits, son texte. Et ce qui est frappant, voire un peu troublant, c'est de voir à quel point ces avertissements résonnent encore aujourd'hui. Ah oui, De saper les fondements de la liberté, de la raison critique. Alors attention, on va voir comment il démontre des penseurs considérés comme fondamentaux. Parfois, c'est assez direct. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, alors entrons dans le vif du sujet. Quel était le grand projet de Popper avec ce livre? Ce n'était pas juste une thèse universitaire, on est d'accord, hein. ah non, non, loin de là. Son intention était profondément politique. Il voulait dénoncer ce qu'il appelle l'historicisme. L'historicisme. Oui. Pour lui, c'est une façon de penser l'histoire qui a nourri intellectuellement les idéologies totalitaires. Et il cible très clairement Platon d'abord. Le premier grand théoricien d'une société close, figée. C'est ça. Et ensuite, ses héritiers modernes, disons. Hegel et Marx. Et ce qui est intéressant, c'est le lien qu'il fait avec sa philosophie des sciences. Il est très connu pour ça aussi. Comment ces deux aspects se rejoignent? C'est absolument central chez lui. L'idée fondamentale de Popper en science, c'est l'apprentissage par essai et erreur. On avance une théorie, on la met à l'épreuve, on essaie de la réfuter. La fameuse réfutabilité. Exactement. Et si elle résiste, on le garde, mais provisoirement. Et il applique cette même logique à la société. Une société ouverte, pour lui, c'est une société capable d'apprendre de ses erreurs. D'ajuster le tir en quelque sorte. Voilà, d'ajuster ses institutions, de progresser par l'expérience. À l'inverse, les sociétés closes, souvent basées sur cet historicisme, elles pensent détenir la vérité sur l'histoire. Du coup, elles résistent au changement, à la critique. On sent vraiment l'urgence dans son propos. Le contexte de la guerre, son exil, ça a dû peser lourd. Énormément. Il écrit depuis la Nouvelle-Zélande, loin du conflit direct, mais avec une conscience aiguë de ce qui se joue en Europe. Il faut d'ailleurs souligner le rôle de sa femme, Annie. Ah oui, sacré. Oui, elle a tapé et retapé les manuscrits dans des conditions très difficiles. Apparemment, elle souffrait aussi de dépression. Et même la publication, ça n'a pas été simple. Ah bon? Pourquoi? Il y avait le rationnement du papier, bien sûr, mais aussi des réticences. Surtout aux États-Unis, où sa critique très très virulente de Platon choquait un peu. Ah oui, s'attaquer à Platon? Exactement. Il a fallu l'aide d'amis comme l'économiste Hayek ou l'historien de l'art Gombrich pour que le livre soit enfin publié chez Routledge. Popper lui-même disait que politique et science étaient liés pour lui depuis toujours. Ce livre, c'est vraiment l'aboutissement de tout ça. Revenons sur cet historicisme. C'est vraiment sa cible principale. Qu'est-ce qu'il entend précisément par là? C'est un peu technique comme terme. Oui, alors, pour faire simple, l'historicisme, selon Popper, c'est la croyance que l'histoire, elle suit des lois spécifiques, un peu comme des lois naturelles, quoi. Des lois qui détermineraient son cours de façon inévitable. C'est ça. Et donc, le rôle du philosophe ou du scientifique, ce serait de découvrir ces lois pour pouvoir prédire l'avenir de l'humanité, son destin en quelque sorte. D'accord. Et pourquoi c'est si dangereux selon lui? Pour deux raisons majeures. D'abord, il pense que c'est une méthode intellectuellement bancale, une sorte de prophétie déguisée en science, mais sans la rigueur scientifique. Pas réfutable, justement. Voilà. Et ensuite, et c'est le plus grave, ça peut avoir des conséquences politiques désastreuses. Soit ça mène à la passivité, si tout est écrit, pourquoi se battre? On suit le mouvement ou on suit le leader qui dit savoir où l'histoire nous mène. Ou alors pire. Ou alors pire, ça justifie le totalitarisme. Si on connaît le but final de l'histoire, eh bien tous les moyens sont bons pour y arriver plus vite, quitte à écraser les libertés, les opposants. Il donne des exemples concrets de cet historicisme pour qu'on voit bien. Oui, il en identifiait plusieurs formes. Par exemple, l'idée d'un peuple élu dans certaines lectures de l'histoire religieuse. Il précise bien que ce n'est pas une attaque contre la religion elle-même. D'accord. Il y a aussi le racialisme fasciste, avec la race élue qui doit dominer. Et puis bien sûr, le marxisme. Avec la classe élue, le prolétariat. Exactement. Le prolétariat comme instrument de l'histoire qui va amener la société sans classe.
Toutes ces théories, pour Popper, elles ont en commun cette prétention à avoir découvert la loi cachée du développement historique, qu'elle soit biologique, économique ou autre. Et c'est là qu'il en vient à Platon. Ça a dû faire trincer des dents à l'époque, non? S'attaquer comme ça à un pilier de la philosophie. Ah oui, certainement. Parce que beaucoup voient Platon comme un humaniste, mais Popper, lui, le lit très différemment. Comment? Pour Popper, Platon est le philosophe le plus brillant, le plus profond, à avoir construit une théorie politique qu'il juge, au fond, totalitaire. Son but ultime, selon Popper, c'était d'arrêter le changement social. Arrêter le changement, pourquoi? Parce qu'il le voyait comme une décadence. Il voulait créer un état parfait, idéal, mais complètement figé, immuable. Et sa fameuse théorie des formes, des idées, elle joue un rôle là-dedans. Un rôle absolument central. Pour Platon, le monde qu'on perçoit, le monde sensible, n'est qu'une copie imparfaite d'un monde parfait, éternel. Le monde des formes, des idées. D'accord. Donc l'état idéal de Platon, c'est une tentative de copier la forme parfaite de l'état. Et du coup, tout changement, toute évolution par rapport à ce modèle idéal, c'est forcément une corruption, une dégénérescence. Ah, je vois. L'objectif politique devient alors de maintenir la stabilité à tout prix. Exactement. Empêcher toute déviation. C'est vraiment l'anti-société ouverte par définition. Ça éclaire sa définition de la justice, qui n'est pas du tout l'égalité alors. Pas du tout. La justice platonicienne, c'est que chaque classe, les dirigeants philosophes, les guerriers, les producteurs, restent bien à sa place. Chacun fait son travail pour le bien de l'État dans son ensemble. C'est le maintien d'une hiérarchie très stricte. Ce qui est à l'opposé de notre idée moderne de justice. Complètement. Popper souligne ce contraste. Et pour faire accepter cet ordre rigide, Platon va jusqu'à préconiser ce que Popper appelle le noble mensonge. Le noble mensonge. Oui, ce mythe fondateur sur les métaux dans l'âme, que Platon lui-même admet être une invention. C'est une forme de propagande, en fait, pour persuader chaque citoyen que sa place dans la société est naturelle, voulue par les dieux, pour assurer la cohésion. C'est une lecture très sévère de Platon. Il le voit un peu comme un précurseur de l'ingénierie sociale autoritaire. C'est un peu ça, oui. Le fameux philosophe roi de Platon, il ne doit pas seulement connaître le bien et la forme de l'état parfait. Il doit aussi agir. Oui, il doit agir comme un éleveur, dit Popper. Maintenir la pureté de l'élite dirigeante, y compris par le génisme. Et il doit utiliser la ruse, le mensonge. Platon parle de médicaments, si c'est nécessaire pour le bien de l'État, pour sa stabilité. Et le communisme platonicien réservé aux gardiens? Popper l'interprète comme un moyen d'éviter les divisions liées aux intérêts économiques au sein de la classe dirigeante. En fait, pour Popper, toute la philosophie politique de Platon est une réaction de peur. Peur de quoi? Peur de l'instabilité, du changement, de la démocratie athénienne qu'il détestait. C'est une tentative de revenir à une sorte d'unité tribale idéalisée. Et surtout, d'arrêter le cours de l'histoire qu'il percevait comme une chute. D'accord. Après cette charge contre Platon, l'ancêtre antique, Popper se tourne vers les modernes, Hegel et Marx. Comment il les relie à cet historicisme? Alors, Hegel, pour Popper, c'est celui qui a modernisé l'historicisme avec sa dialectique. Mais selon Popper, c'est une dialectique un peu pervertie. C'est-à-dire? Il l'accuse d'utiliser cette méthode pour glorifier l'État existant, en particulier l'État prussien de son époque. Hegel le présente comme l'incarnation de la raison, le moteur de l'histoire mondiale. L'histoire devient alors une sorte de combat entre les esprits nationaux pour la domination. Une vision assez nationaliste, finalement. Oui, et qui justifie l'État fort. Ensuite, il y a Marx. Popper lui reconnaît une certaine grandeur morale, un élan humaniste. Sa dénonciation de l'exploitation, de la misère ouvrière. Tout à fait. Il respecte ça chez Marx, mais il attaque frontalement son historicisme économique. Pour Marx, comme on sait, ce sont les lois de l'économie, les forces productives, les rapports de production qui déterminent tout. Et la lutte des classes comme moteur de l'histoire. Voilà. Et l'État, pour Marx, n'est qu'une superstructure, un outil au service de la classe dominante qui est destiné à disparaître dans la future société sans classe. Et Popper, qu'est-ce qu'il lui reproche principalement? Plusieurs choses. D'abord, il souligne que les prophéties concrètes de Marx ne se sont pas réalisées. Comme l'appauvrissement généralisé. Ou la disparition des classes moyennes. Oui, ou la révolution prolétarienne qui devait nécessairement aboutir au socialisme tel que Marx l'imaginait. Mais surtout, Popper critique Marx pour avoir radicalement sous-estimé le pouvoir politique. Ah, Marx voyait l'économie comme déterminante en dernière instance. Exactement. Alors que Popper dit « Attention,
Le pouvoir politique a une autonomie. Il peut, et même il doit, intervenir pour réguler l'économie, pour protéger les citoyens. C'est ce qu'il appelle le paradoxe de la liberté. Le paradoxe de la liberté. Oui. On a besoin d'un État, d'un certain pouvoir politique, pour garantir nos libertés, y compris contre la domination économique. Donc, l'idée que l'État va simplement dépérir comme ça lui semble incroyablement naïve et dangereuse. Parce que le pouvoir reste le pouvoir, même après une révolution. Toujours. Et l'histoire lui donne raison, selon lui. Ce qui s'est développé, ce n'est pas le dépérissement de l'État, mais plutôt l'interventionnisme, l'État-providence, les lois sociales. Tout ça contredit l'idée marxiste d'une impuissance de la politique face à l'économie. Bien, on a bien vu les critiques qui sont assez décapantes parfois. Mais alors, face à tout ça, qu'est-ce que Popper propose comme alternative positive? C'est quoi concrètement sa société ouverte? Alors, la société ouverte, c'est d'abord une société qui accepte l'incertitude, qui reconnaît qu'on n'a pas de réponse définitive, que l'être humain est faillible. Et donc, qui valorise quoi? Qui valorise la liberté individuelle, bien sûr, mais aussi la raison critique, la discussion, le débat public. Les institutions dans cette société ne sont pas vues comme sacrées ou éternelles. Plutôt comme des outils. Exactement. Des outils créés par les humains qu'on peut améliorer, qu'on doit évaluer et modifier si l'expérience montre qu'ils ne fonctionnent pas bien. C'est une société qui accepte le changement et qui essaye d'apprendre collectivement, justement par essai et erreur. Mais comment on fait pour améliorer les choses concrètement? Si on rejette les grands plans révolutionnaires, les utopies, il reste quoi? Ah, c'est là qu'il propose son concept clé, l'ingénierie sociale fragmentaire. En anglais, Piecemeal Social Engineering. Ingénierie sociale fragmentaire, qu'est-ce que ça veut dire? L'idée est assez simple, mais profonde. Au lieu de viser un idéal abstrait, lointain, une société parfaite, ce qu'il appelle l'ingénierie utopique, on devrait se concentrer sur les problèmes concrets et urgents qu'on a sous les yeux. La pauvreté, les inégalités, la violence, ce genre de choses? Oui, exactement, les maux réels. Et on s'y attaque pas à pas, par des réformes prudentes, ciblées, on observe les résultats, on mesure les effets. Et on est prêt à corriger si ça ne marche pas comme prévu. Voilà, on ajuste le tir. C'est une approche beaucoup plus modeste, peut-être moins exaltante que l'idée de tout changer d'un coup. Oui, c'est sûr, ça fait moins rêver que la révolution avec un grand R. Peut-être. Mais pour Popper, c'est une approche plus humaine, et surtout beaucoup moins dangereuse. Parce que l'ingénierie utopique, celle qui veut refaire toute la société selon un plan préétabli, Elle finit souvent mal. presque toujours, dit Popper. Parce qu'elle ne supporte pas la critique, elle ne tolère pas les obstacles à la réalisation de son grand plan, et ça mène quasi inévitablement à la suppression des libertés et à la violence. L'approche fragmentaire, elle, est plus réaliste. Elle part du principe qu'on ne sait pas tout, qu'on doit avancer avec prudence. Et le rôle des institutions là-dedans, si on arrête de chercher le bon dirigeant, le roi philosophe de Platon, sur quoi on met l'accent? La question change, justement. Ce n'est plus qui doit gouverner, une question qui mène souvent à chercher l'homme providentiel ou le parti éclairé. Mais plutôt, Plutôt, comment peut-on organiser nos institutions politiques de manière à ce que les gouvernants, même s'ils sont incompétents ou mal intentionnés, ne puissent pas faire trop de dégâts? ah, c'est une perspective différente. Et la réponse, c'est quoi? Ce sont des institutions démocratiques solides. Des élections libres, bien sûr, mais aussi la séparation des pouvoirs, l'état de droit, la liberté de la presse, des contre-pouvoirs efficaces. En gros, des mécanismes pour contrôler le pouvoir et pour pouvoir changer de gouvernement sans avoir besoin de faire une révolution sanglante. Tout ça repose quand même sur une certaine foi dans la raison, non? Mais pas une raison qui sait tout, si je comprends bien. Exactement. Le socle philosophique de tout ça, c'est ce que Popper appelle le rationalisme critique. Ce n'est pas la croyance naïve que la raison peut tout résoudre ou tout comprendre. C'est plutôt une attitude. Une attitude. C'est-à-dire, L'attitude qui consiste à reconnaître sa propre faillibilité. Admettre qu'on peut se tromper. La fameuse phrase « Je peux avoir tort, vous pouvez avoir raison, et ensemble nous pouvons peut-être nous rapprocher de la vérité ». être prêt à écouter les critiques, donc. Oui, être prêt à écouter les arguments contraires, à apprendre de ses erreurs et de celles des autres. Et chercher ensemble, par la discussion rationnelle, argumentée, des solutions meilleures, même si elles sont imparfaites. C'est fondamentalement lié à la tolérance et au rejet de la violence pour régler les désaccords. Mais il admet que c'est un choix, cette confiance dans la raison. Oui, il dit que c'est une sorte de foi irrationnelle en la raison. Un pari, si on veut.
mais un pari nécessaire, selon lui, pour faire fonctionner une société ouverte. D'accord. Si on devait synthétiser le message principal de Popper dans ce livre, qui est quand même dense et puissant, qu'est-ce qu'on retiendrait? Je crois que c'est avant tout une mise en garde. Une mise en garde très forte contre la séduction des grandes théories totalisantes sur l'histoire, celles qui prétendent avoir trouvé la clé et connaître notre destin. Ces fameux historicismes. Voilà. Popper nous dit « méfiez-vous ». Même quand elles partent de bonnes intentions, ces théories peuvent nous amener à sacrifier la liberté, l'humanité concrète, ici et maintenant, au nom d'un futur idéal et hypothétique. Donc il nous invite à plus de modestie. Oui, à plus de modestie intellectuelle, à plus d'esprit critique, et à l'action concrète, mais prudente. Améliorer le sort des gens pas à pas. C'est une défense de la réforme patiente contre la tentation de la révolution brutale, en quelque sorte. C'est ça. Et un appel constant à questionner, à ne rien prendre pour acquis, même les idées les mieux établies ou les penseurs les plus admirés. Sa critique de Platon en est le meilleur exemple. Absolument. Ça nous rappelle qu'aucune idée, aussi noble ou ancienne soit-elle, n'est au-dessus de l'examen critique. Il faut toujours se demander, quels sont les présupposés cachés derrière une théorie politique? Et quelles pourraient être ses conséquences réelles, pratiques, même si elles s'habillent de grands idéaux? Très clair. Et pour finir, peut-être une question à laisser mûrir chez nos auditeurs et auditrices. Popper nous met en garde de rejeteurs même. Les projets de transformation radicale les plus généreux, ceux qui visent une société parfaitement juste, peuvent déraper s'ils méprisent l'amélioration graduelle, s'ils exigent de faire table rase. Oui, le danger de l'utopie qui devient dogmatique. Exactement. Alors dans nos débats actuels qui sont souvent très polarisés, on entend beaucoup d'appels à des changements fondamentaux pour répondre à des crises bien réelles, climatiques, sociales. Comment faire la part des choses? Où tracer la ligne entre une réforme ambitieuse, nécessaire, mais qui reste réaliste et ancrée dans ce rationalisme critique cher à Popper? Et une ingénierie utopique qui, même animée des meilleures intentions du monde, pourrait nous entraîner sur une pente dangereuse. Voilà. Comment garder la tête froide face aux promesses, parfois séduisantes, de la perfection immédiate ou de la rupture totale? C'est une question complexe. Très complexe et très actuelle.